Bonjour à tous. Je m'excuse par avance pour ceux qui étaient là au webinaire de mercredi sur la mission Océan, parce que je m'apprête à refaire la même petite introduction donc de 5-10 minutes pour vous présenter le dispositif du PCN mission mis en place au sein de l'équipe PCN, donc du ministère. Euh, donc du coup, comme vous le savez, les missions, tu peux passer à la slide suivante si tu veux, Antoine. Les missions ont été lancées en septembre 2021 et donc suite à cela, la Commission européenne a demandé à chaque État membre de créer un PCN mission, une demande à laquelle, bien évidemment, le ministère a répondu en constituant donc l'équipe de PCN mission suivante. Donc, pour ma part, donc je suis Clara Petit-Fils pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je coordonne ce PCN mission et en parallèle, peut-être d'ailleurs que vous m'avez déjà vu, dans le cadre de ces autres fonctions, mais je coordonne donc le PCN, EIE, EIT et synergie des fonds. Donc en fait, je couvre des thématiques relatives au troisième pilier, d'Horizon Europe et relatives plus particulièrement à la thématique des écosystèmes d'innovation, des échelons surtout, locaux, régionaux, nationaux, et de la capacité en fait des territoires à créer de la synergie des fonds. Puisque je couvrais donc ces thématiques assez naturellement, on a eu l'idée de me mettre à la coordination pour que je travaille justement avec les PCN missions thématiques à cette question du coup de la synergie des fonds et de l'implémentation locale, régionale des missions, au sein des écosystèmes, français. Donc du coup, pour m'accompagner, donc il y a les PCN, thématiques donc du pilier 2 d'Horizon Europe. Quand à la mission Océan et Sol, donc vous avez, Antoine, que je ne présente pas bien évidemment et plus largement tout son PCN cluster 6. Pour la mission Cancer, vous avez donc Virginie Sivan qui coordonne le PCN cluster 1 santé et plus largement également tout son PCN. Et enfin, pour les missions climat et ville, c'est Benjamin Winiger qui coordonne, lui, le PCN cluster 5, climat, énergie, mobilité. Donc, bien évidemment, je fais une précision bon, qui va de soi, mais c'est le PCN bio-environnement, donc le PCN cluster 6, qui reste chef de file pour les missions océan et sol, donc qui, très naturellement, a l'expertise pour répondre à toutes vos saisines à ce sujet. Donc du coup, en fait, collectivement, on a mis en place, certains outils. Donc ce PCN mission a été, mis en place en mai 2022, et en fait, tous ensemble, on s'est réunis pour vous proposer quelques premiers outils, pour vous permettre de mieux vous familiariser à ce nouvel instrument et de mieux interagir avec nous. Donc déjà en termes d'accès à l'information, on vous propose désormais un mini site web, Mission européenne sur lequel vous pouvez trouver plusieurs rubriques qui peuvent vous aider si vous appréhendez ce nouveau sujet. Donc, vous avez par exemple une présentation générale des missions qui va vous faire un rappel sur l'approche théorique, surtout du docteur Mariana Mazzucato. Vous avez un point sur la gouvernance, enfin, des approches assez transverses. Puis, vous avez bien évidemment une page par mission. Et je vous ai surligné ici les pages pour la mission Océan et la mission Sol. Ce qui est intéressant avec ce mini-site, c'est que du coup, désormais, vous avez la possibilité de taguer, le terme «mission» pour obtenir toute l'actualité à ce sujet, donc que ce soit les événements à venir, les replays parce que, suite à cette série de webinaires, vous allez bien évidemment pouvoir accéder, aux replays, les articles et cetera. Donc en plus de cet accès, à l'information, on a aussi réfléchi, collectivement à la meilleure manière d'interagir avec vous, de vous partager les informations. Du coup, tu peux passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Ah oui, ça, c'était une petite, représentation du mini-site qu'on a mis en place et sur celle d'après, du coup, je vous liste ici, les différents, points d'entrée que vous avez pour interagir avec nous. Voilà, parce que je le rappelle, l'idée de ce PCN, c'était, d'essayer de centraliser ce que pour l'instant, avant la constitution de ce PCN, chacun faisait peut-être individuellement. Donc vous avez désormais, 2 moyens,
d'avoir un accès à une information générale relative, aux missions. Donc il y a une liste de diffusion et un compte LinkedIn sur lesquels sont partagées les grandes informations, par exemple relatives récemment, si vous y êtes abonné, vous avez pu voir que j'ai partagé, hem, la publication du Voir Programme, la sortie de ces webinaires. Donc après ce webinaire d'ailleurs, je vais y partager notre actualité sur un forum dédié aux missions. Voilà, c'est des informations extrêmement transverses, que je partage systématiquement à mes collègues PCN Mission pour que s'ils le souhaitent, ils puissent en plus faire un rappel dans leur liste relais, dans leur liste de diffusion et cetera. Et inversement, eux peuvent être amenés à me partager une information qui est très phare, urgente sur leur mission s'ils le jugent pertinent. Vous avez en plus un mail générique, lorsque vous naviguez notamment sur le mini-site, qui vous permet d'écrire au PCN Mission pour nous poser toutes vos questions. Donc, je précise qu'en fait, ces outils, ils ont été mis en place de manière générale, pour toute personne, voilà, qui va chercher des informations, qui va naviguer sur notre, site Horizon Europe. Donc bien évidemment, en toute logique, si vous échangez déjà avec Antoine, avec son équipe pour les missions, enfin la mission sol ou océan, ma présentation, c'est pas une invitation à vous dire de passer désormais par l'adresse mail générique, par exemple. Voilà, gardez vos pratiques, continuez les échanges et cetera. Voilà, c'était vraiment c'est des outils qu'on a mis en place pour toute la communauté, au sens large. Voilà. Donc c'était tout pour mon introduction et merci Antoine de m'avoir accordé ce temps. Merci beaucoup, Clara. On va passer directement à la suite. Donc, je voulais juste m'excuser pour le petit contretemps au départ qui était dû à un souci de boîte mail et d'envoi de liens. Merci à Clara pour expliquer un petit peu le nouveau contexte du PCN Mission. Et je tiens à préciser, parce que c'est vrai que j'ai vu pas mal de personnes contacter mon collègue Benjamin Viniger pour obtenir le lien justement quand il y a eu un petit souci tout à l'heure. Donc Benjamin est bien responsable des missions ville et climat. Pour ce qui est du sol, c'est bien le cluster 6 qui est en charge, hein. Donc gardez bien ça en tête. Si vous pouvez couper vos micros par contre pour ceux qui ne participent, qui n'animent pas. Voilà, merci. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet de la mission. D'abord, je vais donner un petit contexte, un petit rappel sur la mission Sol dans son ensemble, et notamment expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2023 dans le timing un petit peu d'exécution de cette mission. Et pourquoi est-ce que c'est une période qui est super intéressante pour se plonger dedans et participer quand on est un acteur de terrain par rapport à ce qu'on a pu voir sur les 2 premières années. Et après, on va rentrer dans l'analyse et la description des topics. Donc, bien entendu, les topics tels qu'ils sont sur nos slides, on a essayé de simplifier, on a essayé d'extraire les éléments essentiels, les éléments clés qui vous permettent de comprendre l'appel à projet. Bien entendu, les appels à mission Sol, enfin, et pas que Sol, sont assez longs. Et je vous conseille quand même d'aller chercher, d'aller les lire dans leur ensemble si vous êtes intéressé. Nous, l'idée, c'est surtout que vous puissiez les identifier, voir si vous aviez bien compris l'ensemble des topics tels qu'ils sont présentés et de pouvoir aller ensuite vous y intéresser et nous poser des questions par mail ou par téléphone si jamais vous avez des soucis. Donc, rappel très bref sur l'émission, juste pour remettre dans le contexte, mais c'est une nouvelle notion, une nouvelle section du programme cadre qui existe seulement depuis Horizon Europe. L'idée, c'était d'avoir, en plus d'avoir des appels à projets thématiques, comme on a toujours d'ailleurs au niveau des clusters, c'était aussi d'avoir des grands objectifs, des grandes missions qu'on veut accomplir d'ici la fin du programme de travail, enfin, ou en tout cas qu'on veut mettre en route d'ici la fin du programme de travail. Donc l'exemple qu'on donne souvent, c'est d'une mission, c'est voilà, par exemple avoir un homme sur la Lune. Voilà. Au final, c'est 5 missions qui ont été identifiées au démarrage d'Horizon Europe. Donc c'est pas exclu qu'il puisse y avoir des modifications sur les missions après la moitié d'Horizon Europe, mais pour le moment, c'est celle-ci qu'on a et celle-ci avec lesquelles on travaille. Donc, on a une mission qui est fortement liée au domaine de la santé, donc la mission cancer. C'est ma collègue Virginie Simon, mais ça, Clara l'a expliqué, qui s'en occupe. 2 missions dont le cluster 5 est responsable, les villes et l'adaptation au changement climatique. Et enfin, 2 missions
sur les océans et les sols, dont le cluster 6 est responsable. Sachant que donc on a déjà effectué tous les autres webinaires et que tous les webinaires qu'on a faits seront disponibles sur le site internet du ministère, notamment sur la page mission, mais également sur les pages des PCN thématiques et des clusters correspondants. Donc normalement, vous devriez trouver assez facilement l'information. Pour ce qui est du timing, je vais revenir un petit peu plus tard dessus pour ce qui est du contexte spécifique de la mission Sol. Mais le démarrage, la première phase de la mission, c'est vraiment l'idée de mettre en place tous les outils de pilotage possibles et pouvoir lancer les concepts liés aux missions avant, ensuite, à partir de 2026, mais au final, ça commence même un petit peu avant, de déployer et mettre à l'échelle toutes les notions qui ont pu être, dont le pilotage a été mis en œuvre au début du fonctionnement des missions. Donc, pour rappel, les missions, c'est un programme de travail à part qui regroupe toutes les missions dans un seul programme de travail. Donc, il ne faut pas hésiter tous les ans à consulter non seulement le programme de travail du cluster 6 si vous êtes intéressé par des questions du sol, mais aussi le programme de travail mission qui en plus a un calendrier décalé. C'est-à-dire que là où par exemple le cluster 6 a ses deadlines au printemps cette année, pour ce qui est des missions, ça va être à l'automne. Donc ça laisse un petit peu plus de temps et ça peut être très intéressant. Donc pour ce qui est de la mission Sol, c'est une mission assez ambitieuse qui a pour but d'améliorer de façon générale la santé des sols. Je vais revenir un petit peu plus tard sur les objectifs. Un des objectifs transversaux de la mission Sol et un des éléments importants, ça va être cette notion de Living Labs. L'idée, ça va être de mettre en place une centaine de laboratoires vivants qui vont contenir des sites de démonstration où on va pouvoir justement valider et démontrer les hypothèses et les travaux qu'on va mener sur la recherche au niveau du sol. La mission Sol, en plus de ce grand objectif surplombant qui est vraiment de mettre en place cette centaine de laboratoires et de mener une transition vers des sols plus sains, va avoir également des objectifs spécifiques qu'on va retrouver au fur et à mesure dans les appels. Donc notamment, on va retrouver toutes les notions de éviter, donc réduire et prévenir la désertification ainsi que l'érosion des sols. Il va y avoir une grosse dimension biodiversité aussi avec le fait de favoriser la biodiversité des sols. Donc, tous les acteurs qui sont intéressés par la biodiversité, il faut regarder Cluster 6, Mission Sol et aussi le partenariat Biodiversa Plus. Mettre fin à l'imperméabilisation, préserver les stocks de carbone organique. Il y a aussi une grosse dimension pollution. Donc, qu'on va pouvoir aller trouver à la fois dans le cluster 6 au niveau de la destination zéro pollution, mais aussi dans la mission sol. Et bien entendu, comme dans toutes les missions, il y a un gros volet de lien avec la société et donc éduquer la société, éduquer les citoyens en lien avec la question des sols. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à chaque fois et donc à chaque fois dans nos émissions et tous les ans. Et tous les ans, il y a des appels en lien avec ces thématiques-là. Donc si, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont spécialisées dans les SHS ici présentes. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à transmettre à vos collègues de ce domaine-là pour leur dire que oui, ils ont une place à prendre sur la mission Sol et même en tant que coordinateur sur certains sujets. En fait, donc la mission, d'un point de vue purement fonctionnement, va être divisée en quatre piliers d'implémentation. Et ces piliers, on va les retrouver au niveau des différents topics, au niveau des différents appels à projets, puisque chaque appel à projet va un petit peu se structurer autour d'un de ces piliers ou plusieurs de ces piliers. Donc, d'une part, l'idée de la mission, ça va être de développer et collecter des connaissances en lien avec les sols, qui vont ensuite pouvoir être transmises notamment aux policy makers ou aux acteurs de terrain. Donc l'idée, c'est voilà, une grosse phase de recherche et d'innovation pour développer les connaissances et mettre en place des outils. On a une grosse dimension, comme je l'avais dit au départ, de développement de laboratoires vivants, c'est-à-dire de sélection de zones. On va avoir plusieurs sites de démonstration qui vont donc pour l'idée d'en avoir une centaine d'ici à 2030. Un volet qui est sur l'observation et l'harmonisation des indicateurs en lien avec la santé des sols pour être sûr qu'on travaille avec les mêmes outils et pour avoir une vraie visibilité et notamment contribuer aux travaux de l'Observatoire européen des sols. Et enfin, comme je l'ai dit précédemment, une belle dimension communication et éducation au sol, notamment pour les citoyens et pas uniquement pour les agriculteurs
et les utilisateurs. C'est également l'idée, c'est de sensibiliser toute la société à la thématique des sols. Bien entendu, comme tous les appels à projets et tous les programmes de travail d'Horizon Europe, l'idée c'est de répondre à des politiques européennes. Donc ça, ce qui est important, c'est que lorsque vous allez répondre à des appels à projets de la mission Sol, il va falloir s'intéresser à plusieurs de ces politiques européennes, à plusieurs de ces documents pour extraire les éléments d'impact, notamment auxquels votre projet pourrait contribuer. Donc, lorsque vous allez rédiger les impacts à long terme, c'est intéressant de prendre en compte les éléments et notamment les indicateurs qui sont spécifiés dans les différentes politiques de la Commission européenne. Donc, on va retrouver bien sûr les classiques, les classiques stratégies Farm to Fork ou la stratégie pour la biodiversité à l'horizon 2030, mais plus spécifiquement, il y a aussi la nouvelle stratégie européenne pour les sols, la vision à long terme pour les zones rurales, le plan zéro pollution et la stratégie des forêts. Donc, vraiment, l'idée, c'est pas de les connaître par cœur, mais si votre projet si vous voulez être capable de démontrer que vous allez avoir un véritable impact et que vous voulez donc que votre projet soit attractif de ce point de vue-là, c'est intéressant de se plonger dans ces documents et de vous intéresser notamment aux quelques indicateurs que j'ai spécifiés à droite. Donc si votre projet dans ces impacts à long terme peut aider à contribuer à ces indicateurs, enfin à l'évolution de ces indicateurs tels que c'est spécifié là, alors forcément votre projet sera reçu plus positivement. Pour ce qui est du déploiement de la mission, comme je disais, le début de la mise en œuvre des missions, c'était des appels à projets qui étaient très orientés sur la gouvernance et qui étaient très orientés sur la mise en œuvre des outils qui vont servir ensuite au fonctionnement et au déploiement de la mission. Donc, il y a notamment un projet Prep Soil qui a été financé et qui a pour but un petit peu de mettre en place la structuration et l'idée du fonctionnement des Living Labs à long terme. Il y a eu également la mise en place d'outils en lien avec l'observation des sols, etc., etc. Et aujourd'hui, donc à partir de 2023, on va avoir les premiers, enfin on les a dans le programme de travail, les premiers appels qui ont concrètement pour but de financer les Living Labs. Donc ça, c'est mon collègue Vincent qui va vous présenter l'appel en question tout à l'heure. Mais là, on va vraiment, jusque-là, c'était plus, on prépare le terrain pour ces Living Labs et pour les activités de la mission. Maintenant, on commence à identifier des Living Labs, on commence à identifier des sites de démonstration sur lesquels on va pouvoir vraiment effectuer des activités et les connecter aux autres projets qui sont financés dans le cadre du programme de travail de la mission Sol. Et donc à partir de maintenant, tous les ans, il devrait y avoir des appels à projets en lien avec le financement et l'identification de Living Labs pour que justement on puisse atteindre cet objectif de 100 Living Labs d'ici 2030. Donc bien entendu, il y aura aussi un décalage entre le financement, entre la rédaction des projets contenant des Living Labs et leur exécution. Donc c'est pour ça que les premiers laboratoires vivants, on devrait pouvoir les retrouver de façon fonctionnelle à peu près à partir de 2024. Donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On a donc cette année, dans le programme de travail, on a 9 appels à projets qui sont uniquement spécifiques à la mission Sol. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet juste après avec mon collègue Vincent. On retrouve un petit peu de tout, des actions de recherche et d'innovation, des actions d'innovation, mais aussi une CSA. Sur la plupart des appels, on a un minimum de 2 projets financés, ce qui peut être intéressant, et des budgets quand même assez conséquents. Et en plus de ces appels, et là on peut le voir un petit peu, on va retrouver les 4 piliers dont j'ai parlé avant, on va retrouver des appels à projets qui sont plus en lien, donc notamment ceux qui sont les projets RIA qui vont avoir pour but de observer, collecter des données en lien avec les sols. On va avoir des appels à projets qui sont liés avec les citoyens, des appels à projets sur les Living Labs et des appels à projets qui visent à mettre en place des outils technologiques et numériques en lien avec l'observation en lien avec les sols. En plus de ces 9 appels, j'en parlerai un petit peu à la fin. On a 2 appels. Alors, je m'excuse, vous avez déjà dû en entendre parler si vous avez participé au webinaire Océan et Climat, vous avez sûrement déjà entendu parler de ces appels. Mais si c'est le seul webinaire auquel vous participez, c'est une première fois. On a des appels qui sont liés
à d'autres missions. Et on a notamment un appel à projet qui va fonctionner, qui va être fait pour coordonner l'action des missions Océan et Sol. Et je vais en parler dans le détail tout à l'heure. Et un autre appel à projet qui concerne à la fois les missions Sol, Océan et Climat. Donc ça, bien sûr, vous pouvez poser des questions sur ces appels autant à moi qu'à mon collègue Benjamin Viniger, qui lui est plus expert sur la mission climat. Donc maintenant, on va rentrer plus dans le détail des appels à projets en eux-mêmes. Et je vais essayer de vous donner quelques éléments, quelques indicateurs sur la compréhension des appels de cette année. Donc le premier appel, donc le projet Soil 11, c'est une action de recherche et d'innovation. Donc, c'est-à-dire que les activités de recherche sont encouragées. On a un TRL qui est relativement bas par rapport à ce qu'on peut retrouver au niveau des actions d'innovation. On va avoir un budget de 6 millions d'euros par projet. Pour un total de 12 millions, donc ça veut dire deux projets qui seront financés, et une deadline donc au 20 septembre 2023. Donc, comme j'avais précisé précédemment, ce qui est intéressant avec l'émission cette année, c'est que pour le coup, on a le temps de les préparer, contrairement à ce qui peut être le cas sur certains appels du cluster 6. Donc cet appel-là a pour but d'avoir une étude et une meilleure compréhension des couches plus profondes du sol, avec notamment une amélioration et une collecte de connaissances sur les propriétés, sur la structure, sur les dynamiques des processus chimiques, physiques et biologiques, sur l'impact que peuvent avoir certaines pressions, sur notamment les services écosystémiques que les sols peuvent fournir, sur les facteurs de dégradation. L'idée, ça va être aussi d'identifier des indicateurs en lien avec tous ces processus. Et également de voir comment est-ce que ces couches du sol peuvent permettre de influencer sur le potentiel des stocks, potentiel des sols à stocker et maintenir du carbone. Et enfin, il y a bien entendu une dimension gestion durable qu'on va retrouver aussi autour de la mission sol. Donc voilà, projet assez orienté recherche, plutôt classique, et je pense que les personnes, les personnes concernées par le sujet n'auront pas trop de mal à l'identifier, puisqu'il n'y a pas de, il n'y avait pas d'éléments techniques majeurs au niveau de cet appel à projet. Le suivant, c'est un projet qui va être un peu plus à l'interface entre les outils d'aide à la décision et l'étude des processus de pollution des sols. Donc encore une fois, on reste sur des TRL plus bas, une action de recherche et d'innovation, un budget un petit peu plus conséquent, 7 millions d'euros, et toujours deux appels à projets financés. Donc cette fois-ci, l'idée, ça va être à la fois d'étudier et de pouvoir mieux comprendre l'impact de différents types de pollution des sols sur leur fonctionnalité et sur les services écosystémiques connexes, et également de pouvoir intégrer ces éléments dans des outils avancés d'aide à la décision. Donc l'idée, ça va être donc comme c'est une action de type ERIA, on va pouvoir avoir une dimension recherche qui va compléter le développement des outils d'aide à la décision. Donc les deux volets seront assez importants. Et donc l'idée, ce sera à la fois d'intégrer, d'améliorer des modèles existants, mais donc de travailler un petit peu sur sur la modélisation des process de pollution, de développer. Et donc c'était assez important aussi de développer vraiment ici des scénarios et des cas d'utilisation spécifiques. Donc malgré le fait que ce soit une action de recherche et d'innovation, il faut qu'on ait quand même l'utilisateur bien en tête lorsqu'on va développer lorsqu'on va travailler sur ce projet. Donc je pense que l'approche multi-acteurs sera d'autant plus essentielle, et l'idée sera vraiment d'intégrer les utilisateurs finaux dans la mise en œuvre de ce projet-là. Et bien entendu, il faut que les données qui seront collectées soient interopérables avec avec les autres bases de données existantes, et il faut prendre en compte les outils européens déjà existants, notamment au niveau de l'Observatoire européen des sols. Pour ce qui est du troisième appel, on est encore une fois sur un appel à projet qui va lier donc données en lien avec les sols, observation des sols et développement d'outils numériques. Sauf que cette fois-ci, c'est une action d'innovation, donc on va attendre un TRL beaucoup plus élevé. Et l'idée, donc, ça va pas être tant de faire de la recherche en lien avec les sols, mais plutôt de
prendre en compte les connaissances que l'on a déjà aujourd'hui sur la thématique pour développer des outils solides, des outils concrets qu'on va pouvoir démontrer et essayer de mettre sur le marché, de rapprocher du marché le plus possible d'ici à la fin du projet. On a toujours, enfin, la deadline a priori c'est toujours la même, et on a cette fois-ci un budget 6 millions d'euros. Donc là, ce sera extrêmement important d'intégrer des acteurs du secteur privé, des acteurs industriels et bien sûr des agriculteurs, des producteurs dans le consortium, puisqu'on est sur une action d'innovation, ce sera d'autant plus important. Donc là, l'idée, c'est, enfin, le sujet enfin, le sujet principal de cet appel à projet, c'est du coup l'étude et la surveillance des nutriments et des facteurs de stress chimiques, biologiques dans le sol, en rapport avec la qualité, enfin, donc en rapport non seulement avec la croissance des plantes qui peuvent s'y trouver, mais aussi en ayant un lien avec les aliments et enfin, les produits transformés qui ensuite vont être obtenus suite à enfin voilà, l'idée ça va être de prendre je bug un peu. L'idée c'est de considérer toute la chaîne de valeur jusqu'à l'aliment et en prenant en compte la valeur nutritionnelle des aliments qui seront produits sur cette base-là. Donc c'est un appel à projet, voilà, donc qui est peut-être un peu plus complexe enfin, qui est peut-être un peu plus complexe d'un point de vue consortium, puisqu'il va falloir qu'on ait des experts de toute la chaîne de valeur et qu'on ait à la fois des experts du monde académique, mais également du monde industriel. Euh, Enfin, avant de passer la parole à mon collègue Vincent, on a le quatrième appel qui est aussi une action d'innovation avec un budget un petit peu plus élevé de 7 millions d'euros par projet qui a pour but de prévenir et combattre la désertification et l'idée, ça va être de comprendre à la fois les facteurs climatiques, mais aussi les facteurs socio-économiques qui ont le plus d'impact sur la désertification et la dégradation des sols, et bien entendu, essayer de contrer en mettant en place des solutions concrètes. Comme c'est une action d'innovation, ça va être d'autant plus important de mettre en place non seulement donc de rassembler les preuves, mais aussi de mettre en place des outils concrets qui vont permettre de lutter et prévenir la désertification. Donc, il y a aussi une dimension de sensibilisation et de démonstration et diffusion de solutions qui sera assez importante, et notamment une collaboration avec l'Observatoire européen des sols et les Living Labs qui vont être mis en place dans le cadre des appels à projets de ce programme de travail. Et sur ce, je passe la parole à mon collègue Vincent pour présenter les appels suivants. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. L'appel suivant donc c'est le topic, numéro 5, qui concerne, le domaine de l'horticulture, et puis donc, eh bien l'obtention de solutions alternatives, pour les cultures, et notamment des pratiques respectueuses des sols. Donc, c'est une action d'innovation également, avec des TRL visés de 5 à 7 à la fin du projet. Un budget de 6,5 millions d'euros par projet, il y en aura 2 de financés. Et puis la date limite de dépôt, bah, c'est la même que pour tous les autres. Donc l'objectif global, je l'ai dit, c'est de réduire l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale du secteur horticole. Donc, d'avoir des systèmes plus durables, de réduire l'impact négatif sur la santé des sols, donc tout au long de la chaîne de valeur. Donc voilà, les actions qui sont attendues, c'est d'identifier et développer des pratiques et des matériaux alternatifs, durables, alternatifs à la tourbe, plus généralement. Tourbe à la fois comme substrat ou comme amendement, du sol, et puis, bah, dans l'objectif d'atténuer les stress du sol et de renforcer également les services écosystémiques qui peuvent être valorisés. Il faut, démontrer la faisabilité, la viabilité économique de ces alternatives évidemment, puisque là, c'est vraiment un changement un petit peu de paradigme dans le domaine horticole. Respecter le cadre réglementaire, et puis donc produire des données pour soutenir l'amélioration des performances environnementales, mesurer l'impact social, sanitaire, également de ces milieux de culture alternatifs, dans une approche globale, d'économie circulaire et de perspective d'analyse de cycle de vie.
L'objectif, c'est également de réduire l'utilisation des intrants, que ça soit évidemment, apport en produits, phytosanitaires, eau et cetera. Ça peut inclure, mais pas exclusivement, l'usage de technologies des infrastructures numériques, avec l'objectif donc d'améliorer la structure des sols et d'atténuer donc notamment leur compaction. Heu, Différents systèmes sont visés, à la fois les systèmes, protégés, on va dire indoor, serres ou tunnels, comme les systèmes en plein champ. Hem, un des un des Une des parties attendues également sur ces projets, c'est d'identifier, d'analyser ce qui peut apparaître comme des obstacles, à la fois économiques, social ou sociétal, ou réglementaires. Et puis, permettre donc, aux différentes catégories, que ce soit producteurs professionnels ou consommateurs privés, eh bien d'adopter ces, nouvelles pratiques plus respectueuses. Derrière, il y a quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'appels, hein, c'est la partie, formation, communication avec, la sensibilisation et la diffusion notamment des solutions, identifiées, au cours de ces projets. Si on passe sur l'appel, suivant, donc là on est sur, l'aménagement du territoire et notamment donc, la prise en compte, plus systématique de la protection du sol et des services, écosystémiques produits par le sol dans l'aménagement du territoire. La mise en place d'outils de planification qui permettent de prendre en compte donc, la santé du sol et l'ensemble des apports que peut apporter le sol si on l'utilise de manière plus durable. C'est un projet, enfin un projet est attendu pour financement à hauteur de 7 millions d'euros et on a un TRL qui est de 3 à 5 à la fin du projet. Donc c'est une action de recherche et innovation. Hem, Parmi les actions attendues, on a, l'examen et l'analyse systématique de la manière dont les sols sont pris en compte dans les pratiques d'aménagement du territoire, dans toute l'Union européenne. On a également, amélioré les connaissances sur les compromis, à la fois sur la fourniture de services écosystémiques dans le cadre, d'expansion des zones urbaines. Donc, quels sont les compromis qui peuvent être faits, qui sont acceptables ou qui doivent être faits. Identifier les bonnes pratiques, donc ça en matière de planification. Présenter également des exemples sur des solutions basées sur la nature, pour promouvoir, les fonctions du sol et notamment traiter tout ce qui concerne l'imperméabilisation. Fournir des recommandations pratiques, permettre également des processus de planification participatifs et puis anticiper des futures collaborations donc, avec les Living Labs qui vont être financés sur les autres lignes d'appel, cette année ou dans les années à venir. Sur l'appel suivant, on est sur, quelque chose qui est, hem, alors c'est une CSA, une action de coordination et de soutien, projet de 6 millions d'euros, un seul projet attendu et l'objectif, c'est rapprocher le sol des valeurs des citoyens ou, en tout cas, heu, faire que les citoyens, prennent en compte la valeur dans leur vie quotidienne de l'importance donc, du sol et de la prise en compte de son bon traitement. L'objectif, c'est, de manière originale, participative et engageante, hein, c'est les termes de l'appel, de faire participer donc, l'ensemble d'un réseau d'acteurs, heu, pour, pour que ça puisse rejaillir après sur, l'ensemble des citoyens. Donc là, le premier objectif, c'est de créer un réseau d'acteurs et de projets artistiques et de sciences humaines qui impliquent, fortement les industries créatives, dans un but donc de sensibilisation à la fois des professionnels et des citoyens. Petit à petit d'élargir ce réseau en finançant, sous le format du cascade funding ou on peut traduire ça en français par cascade d'initiatives d'intérêt, en finançant donc des plus petits projets à visée plus locale, mais avec un objectif quand même de diffusion, plus large dans la société. Donc ce sont des petits projets qui seraient financés par ce plus gros projet, avec des montants qui peuvent atteindre 150 000 euros. Et puis, derrière ça, une fois qu'on a ces réseaux et ces réseaux élargis, que l'on a touché un maximum d'acteurs et bien de poursuivre la co-création d'outils et de méthodologies innovantes, pour poursuivre donc cette diffusion, non seulement,
à destination des décideurs politiques, hein, d'orienter les stratégies politiques et les politiques mises en œuvre au niveau local, mais également d'engager les citoyens dans la protection et la restauration des sols. Euh, il est précisé également que la communication sera importante et qu'il pourrait y avoir des moyens innovants de communication, notamment des festivals qui pourraient être organisés afin de mélanger un petit peu citoyens et personnes plus expertes, on va dire, du sujet, également industrie créative, pour sensibiliser à l'importance des sols et permettre donc de diffuser les pratiques durables. On en arrive au Living Labs, donc on traduit par laboratoire vivant en français, c'est pas peut-être pas ce qui est le plus joli, mais voilà, les appels 8 et 9 sont assez similaires, hein, dans les attendus. On va dire qu'il y a un budget qui est découpé en 2 parties. 3 premiers projets qui sont financés sur cette ligne numéro 8 avec une vocation plus large, avec moins d'orientation thématique. Donc tout est possible pour mettre en place donc ces laboratoires vivants à partir du moment où ça concerne donc des solutions qui favorisent l'amélioration de la santé des sols, donc à la fois sur la restauration et la protection. Et puis le dernier, on verra dans un instant, mais ça concerne plus spécifiquement ce qu'on appelle le carbon farming. Donc ces appels, ils visent à mettre en place 4 ou 5 laboratoires vivants par projet, avec des plans détaillés de mise en œuvre. Pourquoi cette collaboration au sein de ces laboratoires vivants? Quelles pourraient être également les collaborations avec d'autres projets et d'autres laboratoires vivants? Insister sur la partie interdisciplinaire, co-conception, co-réalisation des activités à mener, des activités de recherche et innovation participative pour trouver des solutions pratiques et avec des objectifs évidemment de mise à l'échelle, de défis de mise à l'échelle et de transférabilité, hein. Tous ces laboratoires vivants ou ces initiatives phares, lighthouses, qui sont vraiment les cibles de ces appels. L'objectif, c'est d'être des initiatives phares, mais pour pouvoir être reproduites et transférées évidemment un peu partout en Europe et dans différents types heu, de de pays et pour différents types de solutions, mais identiques. Enfin, que l'on puisse reproduire des solutions identiques, pardon. Définir également des références de base et des méthodologies qui permettent de suivre l'évolution de ces, à la fois des conditions des sols et puis donc, des activités qui sont réalisées pour savoir si on atteint les objectifs, souhaités par la mission. Entre autres élimination du carbone, durabilité, protection des sols, bénéfices environnementaux, services écosystémiques. Et puis, suivre les effets donc des initiatives déployées, ça c'est je viens de le mentionner, mais notamment, également, analyser la viabilité des solutions envisagées, c'est-à-dire à la fois, les stratégies financières qui sont mises en œuvre pour la réalisation de ces activités, de ces démonstrations, actions de démonstration, mais également au niveau organisationnel, les modèles commerciaux ou les actions politiques au niveau local, savoir si ce sont des choses qui peuvent être reproduites et qui sont vraiment, qui peuvent être, apparaître comme des phares. Voilà, pour terminer sur le dernier appel, donc on est vraiment sur le même type d'objectif. Du coup, Antoine, si tu veux passer au topic 9, on est vraiment sur les mêmes objectifs globaux, sauf que là, on est vraiment sur heu, une thématique qui est plus ciblée, qui est, la culture du carbone. Donc comment, faire en sorte que, on puisse augmenter la fixation du carbone dans les sols, dans la biomasse vivante ou la matière organique morte, et puis sauvegarder donc, et améliorer les bénéfices environnementaux de cette fixation du carbone afin de diminuer, bah, notamment le carbone de l'atmosphère. Voilà, donc je ne m'étends pas sur les attendus, c'est vraiment les mêmes choses. Là, on est plus sur un appel qui est thématisé, alors que le précédent, comme je l'ai déjà dit, c'est plus ouvert. Voilà, je te repasse, la main, Antoine.
Oui, merci beaucoup Vincent. Et juste pour finir, avant de passer à vos questions, je vais présenter très rapidement les appels à projets qui sont donc, comme j'avais dit, à l'interface de plusieurs missions et qui donc vont avoir nécessité de connaître les objectifs et les spécificités de chaque mission. Donc là, je rappelle très brièvement les objectifs de la mission Océan, puisque là, on a un appel qui est à l'interface entre la mission Sol et la mission Océan. Donc la mission Océan, mais voilà, si vous voulez plus de détails, il faudra revenir sur la présentation qui a eu lieu mercredi dernier. C'est une mission qui a pour but de réduire la pollution, d'améliorer la biodiversité et de prévenir les phénomènes météorologiques extrêmes au niveau des océans et au niveau des eaux intérieures également. Donc, il va y avoir également la création, donc là, autant sous la mission Sol, la notion cœur de la mission, c'est les laboratoires vivants, autant sous la mission Océan, c'est la notion de phare, c'est-à-dire l'identification de grands bassins océaniques qui vont être des zones de démonstration principales. Et donc sinon, au niveau de la structure, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve, comme pour la mission Sol, quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire que on va avoir un volet bien entendu, qui va être un volet de recherche et de collecte de nouvelles données en lien avec les océans, mais aussi un volet contact et communication avec les citoyens et avec la société. Et on va aussi avoir un volet d'observation des océans avec mise en place d'outils d'observation, etc., etc. Sachant que les différentes zones qui ont été pré-identifiées pour la mission Océan, c'est la Méditerranée, Baltique et mer du Nord, le Danube et le secteur Atlantique et Arctique. Donc, on va avoir un appel qui va être à l'interface entre les missions Océan et Sol. Et ça fait assez sens puisque l'idée, ça va être principalement de mettre en place et accélérer la mise en place de solutions qui ont pour but de prévenir et réduire et remédier à la pollution des eaux dues aux polluants qui pourraient provenir notamment justement de l'agriculture et des sols. Comme on est vraiment sur de la mise en place de solutions concrètes, c'est une action d'innovation. On va avoir encore une fois deux projets qui sont financés et un TRL relativement élevé. Pour ce qui est comme c'est un appel qui est à l'interface avec la mission Océan, il y a des notions spécifiques à la mission Océan qu'il faut connaître et notamment la notion de région associée. Donc en fait là, ce qu'on va attendre comme c'est un projet Océan, c'est que non seulement on va attendre d'avoir des activités de démonstration dans trois régions principales qui seront donc dans trois pays principaux du projet, mais il faudra également pouvoir identifier ce qu'on appelle des régions associées, donc 5 régions associées qui seront des zones de démonstration qui ne seront pas forcément partenaires du projet, mais qui vont pouvoir recevoir jusqu'à 100 000 euros par région pour effectuer des activités de réplication et de démonstration, sans être cependant partenaires du projet. Et ces régions doivent pouvoir être identifiées lors de le processus de sélection des régions doit être clairement identifié et précisé lors de la rédaction du projet, même si les régions en elles-mêmes ne sont pas encore sélectionnées concrètement lorsque le projet sera lancé. Donc là, vraiment, on va avoir besoin d'avoir des experts à la fois sur les biofertilisants, sur l'étude donc donc des experts sur les thématiques de la pollution, de la fuite de nutriments. L'eutrophisation des eaux douces et continentales, et également des acteurs du secteur SHS pour ce qui est de la contribution de la montée en compétence des citoyens afin de lutter contre ces pollutions. On a également une attente, donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les appels à projets Horizon Europe, de participation du JRC, donc le Joint Research Center. C'est une institution qui, si vous le précisez dans votre appel à projet, et que c'est une institution qui possède donc différents outils et données que vous pouvez également utiliser s'ils font partie du consortium. Et en fait, il n'y a pas besoin de les contacter ou quoi que ce soit. Il faut juste préciser dans votre projet que vous avez l'intention de faire participer le JRC, et si votre projet est financé,
JRC, le JRC sera automatiquement inclus. Mais si vous avez des questions plus spécifiques sur le JRC, parce que c'est quand même un petit monde à part, il ne faut pas hésiter à contacter ma collègue Nathalie Boulet-Laurent, qui est PCN JRC, et qui pourra répondre dans le détail à vos questions. Autre exception, par rapport aux autres appels qui ont donc un nombre de pages plus restreint, cet appel-là a une limite de 70 pages maximum pour le dossier de candidature. Et enfin, alors quelques éléments, là j'avoue que c'est beaucoup moins ma spécialité, et si vous avez des questions sur la mission dans son ensemble, il ne faut pas hésiter à contacter Benjamin Viniger, comme j'ai précisé précédemment. Cette fois-ci, c'est un appel à projet qui est à l'interface entre sol, océan et la mission adaptation au changement climatique. C'est pour ça que j'ai essayé de vous mettre quelques petits éléments brefs, mais que vous avez dû voir si vous avez été à au webinaire de la mission Adaptation au changement climatique, quelques chiffres sur les objectifs de cette mission. Donc bien entendu, l'idée c'est de rendre l'Europe résiliente au changement climatique, s'adapter aux effets inévitables, et d'ici à 2030, d'accélérer des transformations intelligentes et systémiques vers la résilience. Et donc, comme on avait les phares dans la mission Océan, les laboratoires vivants au niveau de la mission Sol, au niveau de la mission Climat, on a cette fois l'objectif d'aider au moins 150 régions et communautés à devenir résilientes au climat d'ici à 2030, autour de 3 objectifs principaux qui sont la planification de la résilience, l'accélération des transformations et la démonstration des transformations systémiques vers la résilience climatique. Et pour ce qui est de l'appel en lui-même, c'est un appel de taille majeure, puisque c'est 15 millions d'euros et un seul projet financé. Et on a donc encore une fois une action d'innovation, donc des solutions concrètes, proches du marché et proches des utilisateurs. On retrouve encore la notion de région associée et la possibilité donc de faire du financement en cascade aux régions qui seront sélectionnées pour effectuer des activités de démonstration. Et donc le but principal de cet appel à projet, ça va être d'étudier un petit peu les paysages dans leur ensemble et d'accroître la capacité des paysages et des sols à mieux absorber et retenir les précipitations par le biais des différentes solutions, étudier les phénomènes donc d'inondation par ruissellement, les phénomènes d'érosion des sols, par les biais d'approches socio-écologiques et de solutions fondées sur la nature. Donc, quand on parle de solutions fondées sur la nature, il ne faut pas hésiter aussi à aller identifier quels sont les appels déjà existants qui se focus sur les notions de solutions fondées sur la nature. C'est assez important. On a également une grosse importance de l'approche multi-acteurs, ce qui est vraiment permis notamment par le budget de l'appel à projet. Et il faudra impliquer donc les citoyens et également les autorités locales lors de cet appel dans le cadre de cet appel à projet. Comme on est sur des solutions fondées sur la nature, il ne faudra pas hésiter aussi à se renseigner sur ce qui se passe au niveau des appels à projets LIFE. Il y a des projets qui sont financés dans le cadre des appels à projets LIFE qui sont fortement liés à ces thématiques et qui pourraient rejoindre clairement, effectuer des synergies avec cet appel à projet-là également. Donc, voilà, c'est l'appel à projet un petit peu le plus complet. Il ne faut pas hésiter à se lancer dessus parce que moi j'ai un petit peu l'intuition que ça risque de faire un peu peur aux porteurs de projets parce que justement il y a le mélange de ces notions océan, climat, sol, mais au final je pense que ça permet de regrouper les compétences de pas mal d'acteurs qu'on a en France, et il faut pas, si vous pensez avoir les compétences rien que sur une partie ou sur une section de cet appel à projet et que vous pourriez compléter vos compétences en conviant d'autres partenaires, pas hésiter à se lancer parce que je suis pas d'instinct, je vous dirais que je suis pas sûr qu'il y aura une concurrence de dingue sur cet appel, justement à cause de la cumulation de notions un peu de vocables européens, on va dire ça comme ça. Bon, j'espère que je me trompe pas, mais voilà, c'est mon intuition. Donc c'était tout pour les appels à projet de la mission Sol pour cette année. Donc encore une fois, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter, nous écrire, nous appeler. Et donc Clara avait déjà présenté un petit peu avant, mais on a un portail français d'Horizon Europe où on met des news, on met toutes les actualités, on met tous les événements, etc.
on est tout un réseau de points de contact nationaux, on est plusieurs points de contact nationaux dans le cluster 6. Il y a une page qui est dédiée aux missions. Si vous avez des questions qui sont très orientées sur les aspects administratifs et financiers, il ne faut surtout pas hésiter à contacter le PCN juridique et financier qui peut avoir des réponses plus précises que nous, notamment si on pense à toutes les questions de financement en cascade qu'on a pu voir précédemment. Donc nous, on connaît l'idée générale, mais si vous voulez vraiment avoir des idées sur l'implémentation concrète de ces éléments-là, il ne faut surtout pas hésiter à les contacter. Pour le JRC, comme je disais, surtout pas hésiter à contacter les collègues qui sont, donc notre collègue qui est PCN JRC. Et voilà, donc on a aussi une liste de diffusion Cluster 6 où on va essayer de vous envoyer le maximum d'informations, mais on le fait de façon condensée une seule fois par semaine. Bon, a priori, si vous êtes là, c'est que vous devez déjà recevoir nos informations, enfin j'espère. Mais voilà, n'hésitez pas à promouvoir nos outils de communication auprès de vos collègues qui ne sont pas forcément au courant. Sur ce, je vais m'arrêter là et on va pouvoir vous donner la parole, enfin au moins dans le chat, pour ce qui est des questions. Donc, je ne sais pas si Vincent, si tu as pu voir s'il y avait déjà des questions dans le chat. Sinon, vous pouvez soit écrire, soit lever la main. Tam, tam, tam. Alors, dans les questions que l'on a eues, alors il y avait des propositions, des manifestations d'intérêt sur notamment l'appel 0107. Et on avait une question également sur l'inclusion automatique du JRC impacte-t-elle le budget du projet? Donc Fatia a répondu, merci Fatia. Donc non, il est associé si le projet est financé, c'est-à-dire que l'association se fait a posteriori. Alors, il y a une question sur l'appel conjoint Sol-Océan-Climat. Est-ce que l'effet tampon de certaines zones côtières ou fluviales, type prairies inondables, présalés, marais, vasières, contre les inondations est intégré à cet appel ou bien est-ce que seule la rétention des eaux de pluie est concernée? D'instinct, je dirais que c'est. Moi, je pense que c'est éligible, puisque enfin, rien que dans le titre, on mentionne clairement Landscape Water Retention Capacity. On ne parle pas forcément uniquement des eaux de pluie. Si vous voulez qu'on soit sûr, on peut faire remonter la question à la Commission européenne. Après, instinctivement, souvent, c'est si c'est pas clairement mentionné et pas clairement exclu, alors que c'est possible. Donc moi, je pense vu le budget, vu la taille et vu le fait que c'est un seul projet qui est financé, je pense que vous pouvez travailler large sur cet appel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas eu le temps de poser la question dans le chat, ou si les questions vous sont venues après, à lever la main et puis ouvrir votre caméra et poser votre question. Vous présenter, poser votre question. Ah. Alors, Place de. Mariana Ouais, pardon. Bergoglio. Ah, donc il y a une main levée et deux questions dans le chat. On va peut-être commencer par la main levée. Eh Oui, ben, bonjour. allez-y. Oui. Ah, est-ce que je le... Oui, j'ai le micro ouvert, pardon. Oui, bonjour, Mariana Perol de l'école des mines de Saint-Étienne, mais qui a aussi une filiale à Gardanne, donc d'où ma participation dans le réseau. J'avais une question par rapport au, je crois, tout dernier appel à projet qui a été présenté, qui était à intérêt assez élevé, si je ne m'abuse pas. Donc, Mhm. est-ce que des partenaires académiques pourraient quand même s'intégrer sur ce type d'appel à projet, tout en étant Oui. logiquement pas porteur peut-être? Alors, ouais, pardon. Allez-y, vous n'avez pas fini la question. Non, non, c'était à peu près fini. Donc, est-ce que voilà, il pourrait quand même intégrer ce type de projet ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse attente plutôt de start-up et de compagnies, d'entreprises de plus grosse taille? Voilà. Il n'y a aucun souci à ce que des acteurs académiques rejoignent des projets de type IA. C'est juste que quand on a une action de type IA, il y a un focus d'autant plus fort sur les acteurs industriels et sur la proximité avec les utilisateurs et le marché. Donc bien sûr, il faudra en avoir un peu plus que dans un consortium RIA standard. Par contre, un acteur académique peut complètement être participant ou coordinateur sans aucun souci sur ce genre d'action, hein. Surtout C'est s'il une y a. approche multi-acteurs, hein.
Voilà, surtout Donc, qu'on on précise vraiment qu'on a une approche multi-acteurs attendue, et qui dit à multi-acteurs dit intégrer aussi les acteurs académiques. Après, voilà, il faudrait juste, c'est plus dans la façon d'établir les activités, les actions du projet. Il faudra bien faire attention à ce que la recherche prenne pas le dessus. Enfin, ne pas partir trop dans la recherche fondamentale, et plutôt se concentrer vraiment sur le développement, enfin, sur l'innovation et le développement d'outils. Notamment, les acteurs académiques peuvent comment dire, nourrir les outils en fournissant des données, en fournissant des études qui ont déjà été effectuées et qui ensuite permettent d'établir les futurs outils. Donc absolument aucun souci à ça. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait une question sur les sols urbains et périurbains. Quels appels à projets faut-il aussi intégrer milieu rural? Alors, c'est une question un peu vaste. Donc là, les appels qu'on a présentés, c'est tous les appels qu'il y a sur cette année pour la mission sol, en tout cas. Après, il ne faut pas hésiter à regarder aussi dans le cluster 6, parce qu'on a aussi on a aussi des notions, notamment sur les communautés rurales, dans la destination, le chapitre Communities. Il ne faut pas hésiter à consulter aussi ce qui se passe au niveau du cluster 6. Après, là où c'est pertinent, j'imagine que, par exemple, quand on parle de le sujet sur découvrir les horizons profonds du sol, il n'y a aucune raison que, par exemple, les sols urbains et périurbains soient exclus. Sur tout ce qui est processus de pollution des sols. En fait, encore une fois, comme je disais, si c'est pas détaillé, si le projet ne précise pas qu'il faut que vous travaillez exclusivement et uniquement sur les sols agricoles, et que ça fait sens par rapport à la thématique, surtout quand on parle de pollution, et qu'il y a des questions d'impact qui sont importantes, vous pouvez bien entendu travailler sur les sols urbains et périurbains. Surtout que là, la plupart du temps, on va aussi avoir 2 projets financés par appel. Et l'idée, c'est que bah voilà, ça veut dire que quand on a 2 projets, on va pouvoir couvrir une zone un peu plus large de type de sol. C'est pareil, voilà, les sols dans l'aménagement du territoire, je pense qu'il n'y a aucun souci à intégrer des sols urbains et périurbains. Donc en fait, je vous invite à relire les appels à projets. Et si ça vous parle et que vous avez l'impression que donc les sols urbains ont une place à avoir dans ce projet, et que ça fait sens par rapport à la thématique, alors bien entendu, ils sont éligibles et pertinents. il Euh, faut pas oublier les objectifs globaux de la mission, hein. c'est C'est ça. vraiment tous les types de sols, urbains, industriels, agricoles, etc., etc. Donc absolument tous les sols sont visés, et effectivement, comme le dit Antoine, à moins que ça soit très précisé, on parle que de sols agricoles ou de sols, enfin voilà, sur certains appels. Sinon, on est vraiment sur tout type de sol, et tout ce qui peut avoir un impact fort pour la restauration des sols, hein. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir, je sais plus, c'est 70% je crois des sols sains. Euh, euh, il faut, euh, il faut que ça touche tous les types de sols. Oui, là, si je regarde les appels, le seul où je le verrais pas Mm. forcément en cœur, c'est celui sur l'horticulture, quoi. Mais Oui. et à part celui-là, les autres, je pense que dans tous les autres, ça fait sens, quoi. Ouais. Sinon, auriez-vous le temps de repréciser la notion de région associée dans la mission Océan et les appels conjoints? Alors oui, on a tout le temps du monde. Et donc, une région associée, c'est-à-dire, en fait, donc, euh, pour bien la comprendre, il faut comprendre aussi le fonctionnement de la mission Océan, comme j'avais expliqué, autour du fonctionnement de plusieurs bassins. Et à la base, en fait, la définition de base, c'est que, et pourquoi est-ce que ça a été défini? C'est parce qu'il y a par exemple des appels dans la mission Océan qui vont inviter à travailler sur le bassin, disons, Méditerranée, par exemple. Et dans le cadre du bassin Méditerranée, principalement, les partenaires qu'on va attendre dans le projet, ça va être des partenaires bah, qui sont situés au niveau de la Méditerranée. Mais il y a aussi une volonté de pouvoir démontrer et voir si les solutions qu'on met en place au niveau du bassin méditerranéen vont aussi fonctionner sur d'autres bassins lorsqu'il y a des problématiques similaires. Donc l'idée, ça va être d'identifier des régions, enfin quand région c'est assez vaste, hein, mais en tout cas ça va être d'identifier des secteurs, des zones qui sont pas dans les pays du projet, et qui sont pas forcément sur le bassin en question, et qui peuvent être soit dans des pays voisins, soit dans des pays en développement, soit sur des zones à problématiques similaires. Et ces régions-là, donc l'idée, c'est que, enfin, elles vont pouvoir toucher, lorsque votre projet sera lancé et lorsque vous les aurez identifiées, un maximum de 100 000 euros pour répliquer et tester un petit peu ce que vous avez fait dans le bassin principal et chez les partenaires principaux du projet. Sachant que, comme je précisais, vous n'avez pas forcément besoin de dire dès le stade de la proposition quelle région il y aura en tant que région associée, mais par contre, vous devez expliquer très clairement, lorsque le projet sera lancé, comment est-ce que vous allez les sélectionner et les identifier. Et dans les appels conjoints que je vous ai présentés, comme on ne parlait pas d'un bassin spécifique,
Comme on ne parlait pas de bassin spécifique, l'idée, ça va être, je pense que l'idée, ça va être d'intégrer des régions qui ne sont pas dans les pays partenaires du projet. Donc, ça va être d'intégrer des régions qui sont pas dont il n'y a pas de partenaires qui correspondent, mais qui vous permettent de démontrer un petit peu au-delà du consortium. Quelle durée des projets financement? Alors, il faudrait préciser la question. Je suis pas sûr de comprendre. Bonjour, Cécile Leguerne du VRGL. C'était pour savoir les projets, sur combien de temps ils sont financés. En fait, c'est des projets, il faut viser des projets de quelle durée? Est-ce que, notamment, est-ce que c'est des projets de 3 ans à 5 ans? Quel est le... Oui, globalement, ça va être des durées de 3 à 5 ans. Après, ça va être, si je dis pas de bêtises, Vincent, corrige-moi si je dis une bêtise, mais a priori, vous êtes libre de déterminer la durée qui est pertinente pour l'exécution de votre projet par rapport au budget que vous avez, aux partenaires que vous avez et au temps qui va être nécessaire pour exécuter les activités. Donc, en général, en moyenne, on va avoir des choses de 3 à 5 ans, sachant que 3 ans, ça va être plutôt sur les projets qui sont de plus petite envergure ou des CSA, par exemple. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Ou des CSA, par exemple, qui ne nécessitent pas de longues implémentations. Pardon, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Attendez, je vais couper le micro de la personne qui... Juste un instant. Je vois pas qui c'est. Ah si, attendez. Tac. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Comment est-ce qu'on coupe ça? Bon, tant pis. Ok, donc non, c'était pour dire que voilà, c'est à vous aussi de voir ce qui est pertinent, parce que parfois sur des projets de recherche et d'innovation, on va avoir besoin d'un peu plus d'années pour à la fois mettre en place lorsqu'on va avoir des activités de démonstration, il va falloir quelques années pour établir les notions principales, sélectionner les zones de démonstration, ensuite démontrer sur plusieurs années, ensuite synthétiser, etc. Donc sur une RIA, on va souvent avoir des durées un peu plus longues, tandis que sur une CSA qui va être plutôt mettre en place des outils de coordination, de mettre en place des réseaux, de mettre en place des partages de bonnes pratiques, on va pouvoir parfois se permettre d'avoir des durées un petit peu plus courtes. Mais voilà, l'idée c'est que globalement, c'est entre 3 et 5 ans. Ouais. Après, juste une petite précision sur la durée. On est sur quand même des missions qui ont des objectifs à terme ciblés. Et donc, il ne faut pas se dire qu'on a tout notre temps. Mm. On sait qu'il y aura peut-être des réévaluations des projets aussi en cours de projet. Et si, entre guillemets, les projets n'arrivaient pas à suivre le rythme de ce qu'ils ont promis, il est possible qu'il y en ait qui s'arrêtent ou d'autres qui soient prolongés si au contraire ils fonctionnent bien. Donc, essayez vraiment d'avoir une durée qui soit juste par rapport aux objectifs et ne pas forcément surdimensionner quelque chose en se disant on peut faire un projet plus long. Il faut quand même qu'on puisse voir assez rapidement les résultats des projets. Mm. D'autres questions? Bon, je vois pas d'autres questions pour le moment apparaître. En tout cas, de toute façon, on est à votre disposition. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être, Vincent, juste avant d'arrêter la présentation, est-ce que tu pourrais mettre le lien du Brokerage Event dans le chat? Oui. Pour ce qui est de la mise en réseau, juste pour préciser, et après, après, on aura encore une question finalement. Pour ce qui est de la recherche de partenaires, souvent c'est une question qu'on nous pose beaucoup et c'est pas toujours simple. Il faut pas hésiter d'une part à nous transmettre donc on a une fiche qu'on peut vous transmettre si vous nous contactez à remplir, que nous on peut ensuite diffuser votre profil auprès des relais Horizon Europe pour le cluster 6 et vous aider à vous mettre en réseau. Et en ce moment, il y a aussi une plateforme de réseautage qui est toujours ouverte jusqu'à la fin janvier, qui a été mise en place plutôt dans le cadre du cluster 6, mais en réalité, rien ne vous empêche d'aller contacter des personnes dans le cadre de la mission seule, puisqu'on va retrouver des experts de façon assez recoupée. Donc, vous avez possibilité de vous y inscrire et de contacter les personnes qui ont identifié leur intérêt pour des appels du cluster 6. Donc surtout, n'hésitez pas à en profiter. C'est une plateforme qui existe parce qu'il y a eu un brokerage event en décembre et qui du coup se poursuit. Donc là, Vincent l'a mis dans le chat. Ensuite,
Isabelle Basile-Delch qui nous pose une question, donc 2 questions même. Y a-t-il un nombre de partenaires et de pays différents demandés pour un projet? Alors, les seules règles standards et qui sont valables pas que pour l'émission, mais pour l'ensemble des clusters d'Horizon Europe, c'est qu'il faut au minimum 3 partenaires de 3 pays différents, 3 pays qui sont soit des pays de l'UE, soit des pays associés, dont un qui doit être strictement de l'UE. Au-delà de ça, vous faites ce que vous voulez tant que c'est pertinent et que ça colle avec votre sujet. Sachant que pour ceux qui aiment bien travailler à l'international, je rappelle que tous les pays qui sont considérés comme à faible et moyen revenu sont automatiquement éligibles au financement. Donc si vous pensez que ça fait sens par rapport à votre thématique, et notamment avec le thème des sols, je pense que parfois ça peut faire sens. N'hésitez pas vous avez la possibilité d'intégrer des partenaires de ces pays-là également, et ils seront financés tout comme tout partenaire européen. Ensuite, voilà, on a plus ou moins répondu. Dans le JP Soil, un outil a été proposé pour permettre de mettre en contact des partenaires potentiels à l'échelle européenne. Un tel outil existe-t-il pour les missions? Alors, pour l'heure, il n'y a pas encore d'outil spécifique pour les missions, mais justement, je vous conseille, voilà, encore un autre outil de réseautage. Vous pouvez passer donc par l'outil du cluster 6. Vous pouvez passer par nous et finalement, rien ne vous empêche aussi d'utiliser l'outil de JP Soil, hein. C'est-à-dire que je sais que c'est fait plutôt principalement pour le JP Soil en lui-même, mais si vous arrivez à créer des contacts dans le cadre de cet outil-là, vous pouvez aussi leur parler de ce qui se passe au niveau de la mission et voir si vous pouvez faire des choses ensemble. Mais pour le moment, il n'y a pas d'outil spécifique aux missions. Et peut-être, et bien entendu, il y a aussi la plateforme Funding and Tenders classique, hein, que vous devez plus connaître, qui vous permet de mentionner votre intérêt sur un appel à projet, et ça fonctionne de la même façon pour les missions que pour le reste d'Horizon Europe. Et vous pouvez également voir quelles sont les personnes qui ont manifesté sur leur intérêt directement en dessous de votre topic qui s'affiche, hein. Donc ça, c'est l'outil le plus classique. Et vous pouvez aussi aller regarder les projets qui ont été financés l'année dernière. Enfin sur les 2 premières années, ou précédemment dans Horizon 2020 sur les thématiques des sols, ou qui ont participé à des CSA préparatoires par exemple, ou voilà, ça peut permettre aussi de voir ceux qui sont déjà connectés sur ces thématiques-là. Sachant que sur un certain nombre d'appels, il est mentionné d'aller effectivement créer des contacts avec certains projets déjà financés ou initiatives en cours. Bon, cette fois-ci, je vois vraiment plus d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, donc ce webinaire sera enregistré, vous pourrez le revoir. N'hésitez pas à nous contacter pour ce qui est de la recherche de partenaires, pour ce qui est de la compréhension des appels, etc., etc. Du coup, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end. Également, bonne fin de journée, bon week-end, au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci Antoine.